BFM Business, l'entreprise BFM. L'invité. Alors notre invité de la semaine, Alain Thur, est à la tête du numéro 3 de la maison individuelle en France et puis plus largement un acteur majeur de la promotion immobilière, en particulier dans le quart sud-est de la France où vous êtes en position de leader, notamment dans les régions Rhône-Alpes et Bourgogne. C'est une entreprise que vous avez créée en 1993 avec votre frère Sylvain. Vous êtes tous les deux des accros, on pourrait dire ça, des métiers de la construction en général. C'est une belle ETI qui pèse en 2016 125 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous employez un peu plus de 360 personnes. C'est aussi une entreprise innovante. Vous êtes en pointe sur la construction au Saturbois. Et je crois que vous avez notamment un projet assez important en ce sens à Aoste, en Italie. Bonjour Alain Thur. Bonjour. Détendez-vous. Nous aussi on est stressés pour cette première émission. Aoste en France. Ah, Aoste en France. Il existe aussi un Aoste en France. Alors racontez-nous, comment démarre cette aventure en 1993? Déjà avec votre frère dès le début? Oui, alors Sylvain m'a rejoint très rapidement. Alors en 93, après avoir travaillé pendant quelques années dans la construction, j'ai eu envie de créer mon entreprise. Mais compte tenu du fait qu'on était dans un métier très concurrentiel, j'ai voulu élaborer un business model un peu différent. Attendez, pardonnez-moi, pourquoi on vient avant? Vous étiez dans quel métier avant? Alors déjà dans la construction, j'ai travaillé pour les majors de la construction, je ne citerai pas leur nom parce que ce sont des concurrents. Comme salarié en tout cas, vous étiez voilà, comme salarié, tout à fait. Quel était le déclic? Pourquoi être parti? Alors parce que j'avais envie de créer une entreprise, parce que j'avais un peu cette fibre en moi, mais encore une fois, comme je vous le disais, finalement c'est un métier très concurrentiel, donc il fallait avoir finalement un vrai modèle économique un peu différent de la concurrence, et on sait tous dans ce métier que finalement on peut pas augmenter nos prix parce que c'est un monde concurrentiel, donc il fallait plutôt travailler sur le prix de revient, et on s'est dit finalement le prix de revient c'est important, donc on va splitter en quelque sorte et la matière et l'expertise. On va acheter les matériaux et on va traiter avec des entreprises pour monter nos matériaux. Et c'est comme ça un peu qu'est né le modèle économique d'AST. Et en 93, on est constructeur, donc on travaille pour le compte d'un client qui est propriétaire de son terrain. Puis on évolue au fil des années jusqu'à la première maison, c'était quoi? Racontez-nous. Ah, la première maison, je me souviens. Elle ressemblait à quoi ce terrain? Qu'est-ce que vous avez installé sur ce terrain? Elle ressemblait à celle d'un autre constructeur parce qu'on n'avait pas les moyens d'avoir un catalogue. Donc vous avez copié. Donc exactement. On a mais les MeToo, c'est exactement classique dans la stratégie d'entreprise. 23 ans, il y a prescription. Et oui, j'étais chez le client, puis je vois une maison sur la petite basse, petite table basse de son canapé, de son salon, pardon. Puis je dis on fait la même, et puis elle coûte combien chez eux? Je dis nous elle est un tout petit peu moins chère. C'est comme ça que j'ai vendu la première maison. Alors les trouvailles, les trucs, c'était quoi effectivement? Comment avez-vous découpé un petit peu les différents éléments du coût pour arriver à quelque chose d'économiquement rentable? On s'est dit on peut pas acheter bien à quelqu'un qui achète peu. En l'occurrence, l'artisan qui va construire nos maisons va pas représenter de volume suffisamment important auprès du fournisseur pour nous vendre un produit à un prix intéressant. Donc on s'est dit, nous, on va massifier nos achats et on va aller négocier avec des fournisseurs. C'est ce qu'on a fait. Et on s'est dit, finalement, ensuite, on va travailler avec l'entreprise parce que son savoir-faire, c'est de poser des moellons en définitive et pas de négocier les prix. Alors j'aimerais quand même revenir à l'un des éléments constitutifs de l'ADN d'AST Group, c'est le fait d'entreprendre à deux. Et deux frères. Bien sûr. Comment est-ce qu'on se lance ainsi tous les deux dans l'aventure? Comment est-ce qu'on se répartit les tâches? Comment est-ce qu'on évite effectivement que les déjeuners familiaux ensuite ne deviennent des foires d'empoigne? Et que faisait votre frère avant de vous rejoindre? Alors Sylvain, il terminait ses études justement dans la construction, donc ça tombait bien parce que moi je suis pas du tout technicien. Vous avez dit deux accros des métiers. Je suis pas du tout technicien, donc voilà. Donc Sylvain est venu me rejoindre et lui c'est plutôt l'homme un peu de la rigueur. C'est lui qui était sur le chantier, c'est lui qui a mis les maisons au bon endroit, c'est lui qui les a construites. Puis moi j'avais la charge de plutôt les vendre. Et finalement c'est comme ça qu'on s'est bien entendu. Comment on s'associe entre frères au niveau capitalistique par exemple? Parce qu'on va forcément, on évoque souvent dans cette émission les aspects capitalistiques, 50-50, ou qui fait quoi, qui prend le lead? Alors j'ai pris le lead puisque j'avais. C'était vous l'origine du projet. Décidé de le droit d'aînesse là aussi. Oui, alors pas tout à fait comme ça. Enfin, on va dire quelques années de plus, quoi. Voilà, j'étais prêt un petit peu avant lui. Voilà, il a beaucoup rattrapé le retard qu'il avait à l'époque, donc. Mais il est associé dès le début. Il est associé dès le début, bien sûr. D'accord. Et dans le processus de décision au fil du temps, est-ce que comme un certain nombre d'autres duos célèbres, vous faites en sorte de ne jamais être en désaccord, ou alors en tout cas, à partir du moment où sur un sujet vous ne trouvez pas un consensus, vous n'arrivez pas à un consensus, vous passez au dossier suivant? Non, il y a consensus systématiquement. Enfin, on discute beaucoup. Nos bureaux. Il n'y a pas eu en 20 ans l'ombre d'une querelle, d'un désaccord? Non. Forcément, il y a une galère story à un moment ou un autre. On va le trouver pendant l'émission. C'est mon petit frère, donc il n'ose pas. Ah, voilà. C'est vous le big boss. Ouais. Alors, ça démarre fort tout de suite ou pas?
Non, ça démarre lentement, mais on est des constructeurs, donc il faut construire les fondations. Donc on construit les fondations, puis on évolue. Voilà, on commence à bâtir les premières rangées de la maison définitive. Et puis en 95, on se rend compte que finalement, le métier de constructeur c'est bien, mais posséder le terrain c'est encore mieux parce que là c'est un vrai avantage concurrentiel. Et là on se lance dans la promotion immobilière et on fait notre première opération de promotion en 95. Alors la promotion, pourquoi ? Parce que c'est un métier un peu différent. Voilà, Essayons d'expliquer à nos auditeurs ce qu'est la promotion immobilière par rapport à un métier de constructeur, par exemple. Déjà, peut-être la définition juridique, le promoteur, c'est l'initiateur du projet, donc c'est celui qui initie le projet, donc il peut se tromper sur l'emplacement, sur le prix, sur la typologie, puis après c'est l'apporteur de capitaux, donc il peut aussi avoir des problèmes de liquidité. Donc il faut savoir construire également les fonds propres de l'entreprise pour être promoteur. Donc le promoteur, c'est quelqu'un finalement qui prend des risques, parce qu'il va spéculer dans le bon sens du terme, c'est un pari sur l'avenir, néanmoins il va spéculer sur une opération future, c'est-à-dire qu'il achète un terrain aujourd'hui, puis il va le vendre dans 1 an et demi, 2 ans. Donc il faut qu'il l'achète au bon prix, il faut qu'il l'achète au bon endroit, et ensuite il va falloir qu'il revende tout ça au bon prix. Il faut avoir combien de cash pour acheter un terrain? Par exemple, on finance en général, la banque finance à quelle hauteur à peu près par rapport aux fonds propres de l'entreprise? Nos premières opérations, on les a fait avec notre propre cash, parce que les banquiers... Pas de confiance des banquiers? C'est pas qu'il n'y avait pas la confiance des banquiers, c'est que les banquiers nous imposaient des carcans qui n'étaient pas tout à fait... On a, nous, une profonde aversion à la dépendance. Voilà. Donc, À la dépendance. Mais ça, c'est le métier d'entrepreneur. Voilà. C'est la nature de l'entrepreneur. Exactement. Donc à l'époque, le banquier a voulu nous rendre un peu dépendants. Et on s'est dit, bon, finalement, on va faire un chèque, ça sera beaucoup plus simple. Et on a évolué. Aujourd'hui, on a besoin de nos banquiers. Néanmoins, on a 2 activités. La construction qui génère du cash et la promotion qui en consomme. Donc on avance sur nos 2 jambes et on est bien équilibré. Il y a une dimension importante aussi dans l'activité de promotion, c'est la relation avec les pouvoirs publics, les collectivités territoriales, on imagine, puisque bien évidemment, vous travaillez directement sur le territoire. On discute beaucoup, en tout cas, avec les élus. Et Comment est-ce que évidemment, ça se passe? on est des partenaires de la collectivité locale. On est là. Nous, on va venir, on va rester 18 mois sur une opération. Eux vont, entre guillemets, peut-être devoir subir les clients pendant beaucoup plus longtemps. Donc on est très, très vigilant à avoir ce consensus avec l'autorité en quelque sorte. Alain Turc, j'évoquais vos 3 métiers en introduction, constructeur, promoteur et aménageur. Aménageur, on n'en a pas encore parlé, c'est quoi? Alors là, c'est, on va acheter une parcelle de terrain, Oui. on va y construire des routes et on va diviser ça en parcelles de terrain à bâtir. Pour des qu'on va maisons, vendre, pour le coup. pour des maisons. On va vendre à d'autres constructeurs ou qu'on va proposer à nos agences de construction de maisons individuelles. Si on revient sur les étapes de croissance de l'entreprise, donc cette première maison, une copie de ce que vous saviez faire, de ce que faisaient d'autres, à quel moment vous sentez qu'il se passe un truc, en fait, et que l'entreprise va effectivement commencer à se développer vers ces 3 métiers actuels? Et à quel moment en particulier vous misez sur cette spécificité qu'est la construction au Saturbois? Alors là, c'est un peu plus tard. C'est un peu plus tard. D'abord, on construit, on continue de construire, on accumule nos fonds propres, on se dit cash is king, donc il nous en faut beaucoup pour pouvoir nous développer. Là, c'est sain, là, comme démarche entrepreneuriale. Voilà, nous développer dans nos... Et on met combien de temps à avoir une assiette de cash qui fait que c'est king? Tout dépend le niveau de cash qu'on souhaite à l'époque et le niveau de cash qu'on souhaite aujourd'hui. Donc c'est un peu différent. Bien Donc sûr. moi je me souviens quand un banquier vient me voir à l'époque, il me dit je peux vous faire un découvert de 1 million de francs. Je le regarde, il dit 1 million de francs, je vais pas en avoir besoin tout de suite. Enfin bon, il m'avait fait un découvert d'1 million de francs parce que j'avais peut-être 1 ou 2 millions de francs déjà placés à l'époque chez lui. Donc il me proposait très très gentiment de me faire un découvert d'1 million de francs. Néanmoins, il faut du cash. Et il faut beaucoup de cash en tout cas, et notamment quand on veut faire de la promotion immobilière. Ça, c'est le premier argument qui nous dit il va falloir qu'on se développe, il nous faut du cash. À l'époque, c'est une profession qui commence à vieillir, le métier de constructeur. Aujourd'hui. Et même déjà à l'époque. Même à l'époque. Hein. Elle a démarré quand? Dans les années 60, à peu près? Oui, c'est ça. Même après-guerre, je dirais, Oui. Phoenix en est le illustrateur. Il a démarré la maison individuelle en France, Phoenix. Donc c'est une profession. Alors, ils datent pas tous de cette époque-là, je vous rassure, hein, et moi non plus d'ailleurs. Et donc, on se dit, il nous faut du cash. C'est un métier qui profession vieillissante, c'est un métier qui va se concentrer. Puis en plus, on s'est orienté vers la promotion. Donc c'est un métier où il nous faut des fonds propres. À l'époque, moi, j'ai pas envie d'avoir un banquier en haut de bilan, j'ai pas envie d'avoir un financier qui rentre dans mon capital, qui prenne des décisions à ma place. Et puis j'ai pas non plus envie, et peut-être eux non plus d'ailleurs, ont pas envie d'être en bas de bilan, les banquiers, donc ils ont peut-être pas envie de me faire un gros découvert. Donc on se dit, on va peut-être aller là où tout entrepreneur a envie d'aller un jour quand il veut se financer, c'est la bourse. Et donc en 2000, on décide de projeter l'entreprise en bourse. Alors je me souviens à l'époque, la petite anecdote, c'est que je réunis toute l'entreprise dans mon bureau. Alors j'avais pas un grand bureau, j'avais une petite entreprise. Néanmoins, à cette époque-là, on démarre et c'est comme ça qu'on y va. Voilà. Et donc on introduit la société en bourse. Alors sur le coup, à l'époque, on est plutôt sur le marché libre, donc un marché non réglementé. Mais en tout cas, ça nous permet de nous structurer et de nous faire avancer à des cadences qui sont peut-être un petit peu différentes d'un constructeur classique, quoi, moins exposé.
Votre secteur, tout le secteur de l'immobilier a vécu quelques années terribles depuis la crise de 2008. Comment est-ce que ça s'est traduit particulièrement dans votre domaine d'activité? Alors, je dirais qu'en 2008, effectivement, la crise est d'une brutalité inouïe. Descente aux enfers à ce moment-là. C'est la descente Avec aux des enfers. taux de chute d'activité qui sont spectaculaires. Alors, sur 2008-2009, effectivement, il y a une forte chute de l'activité. 2010-2011, il y a un fort plan de relance, doublement du prêt à taux zéro. Donc, on est sur un marché qui est extrêmement sensible aux signaux, et ce type de signaux. Mais ça prend du temps. Avant que les mesures fonctionnent, ça prend un peu de temps. Oui, mais là, pour le coup, en 2011, relance du marché. Ouais. Et ensuite, on n'est plus dans la crise, on est sorti de la crise, mais on est dans les conséquences de la crise. Et quelques lois un peu dogmatiques, voilà, ont fait que le marché, finalement, s'est complètement écroulé. Et quand vous passez globalement d'un marché qui faisait en 2006 220 000 maisons à peu près, et vous arrivez en 2014, vous êtes à moins de 100 000, effectivement, le marché a réduit de plus de la moitié. Donc c'est terrifiant. Comment on gère ça? Parce que certains ont disparu parmi vos collègues. Exactement, on gère quand on a du cash, et ça nous permet de passer effectivement ce genre de période. C'était la seule condition? Ou est-ce qu'on prend des mesures drastiques, difficiles à prendre? C'est une vraie condition. En tout cas, c'est la condition essentielle qui nous permet de prendre les mesures. Parce que si on n'a plus de cash, la société s'arrête, on n'a plus de carburant, le moteur s'arrête. Néanmoins, effectivement, vous avez raison, il y a des problématiques économiques, et là, malheureusement, on n'y peut pas grand-chose. Il y a des gens bien plus intelligents qui, au quotidien, gèrent ça. Nous, par contre, on doit gérer les problématiques structurelles du groupe. Et là, on intervient en 2014 de manière fortement. On décide qu'il faut qu'on revienne à des fondamentaux, que 2006-2007, il faut les oublier, parce qu'on reverra vraisemblablement plus jamais ça. Néanmoins, il y a des choses à faire dans l'entreprise, et on repositionne le groupe, on repositionne nos marques. Comment? Quelles mesures très concrètes avez-vous dû prendre? Des mesures très concrètes, par exemple, nos marques, on les redistingue, c'est-à-dire qu'on redonne une légitimité à chacune de nos marques. La promotion immobilière, on retravaille sur notre mix produit. C'est-à-dire qu'on faisait peut-être trop d'immeubles alors qu'on est structurellement des constructeurs de maisons. Donc on se dit on va revenir vers la maison individuelle, on va aller sur des marchés tendus, on va acheter plus cher notre foncier, mais on va revendre plus cher parce qu'il y a plus de clients. Voilà un peu. On se sépare de gens, on réduit ses équipes ou pas? Alors on réduit ses équipes incontestablement. Je veux dire, quand on a en face de nous un marché qui est complètement dégradé, on sait que notre chiffre d'affaires, on a la visibilité à 12 mois. Donc on sait que dans 12 mois, on aura moins de chiffre d'affaires à faire. Donc malheureusement, ça fait partie des mesures qui sont compliquées à prendre, mais il faut les prendre en tout état de cause. Voilà, il y a pas de, on peut plus faire d'état d'âme à ce niveau-là. Quand on est dans une telle phase de relance sur un secteur très concurrentiel, il faut cultiver sa valeur ajoutée. Vous l'avez renforcé par quoi? Par le service, vous avez dit tout à l'heure le travail qui a été fait sur le design, sur le sur-mesure peut-être, en ce qui concerne vos clients. Déjà, on redéfinit la communication au travers de nos collaborateurs. Le discours de marque, comme on dit. Voilà, exactement. Et puis on lance un vrai plan d'action. On se dit voilà, on a un horizon qui est un peu bouché, il faut lui donner un peu plus de visibilité. Et on lance Cap 200. Donc Cap 200, on se dit tout simplement, dans les 3 ans qui viennent, on va doubler notre chiffre d'affaires. Donc ça, c'est un vrai message fort auprès des collaborateurs. Et puis ça redonne du dynamisme aux gens qui... Ça leur donne un cap, quoi. Il y a des raisons de se motiver et d'espérer. Voilà. Et puis effectivement, en 2010, vous avez raison, alors c'est un petit peu avant, mais on se dit, c'est un métier qui est compliqué. C'est un métier compliqué parce que on risque la pénurie d'entreprises. C'est un peu comme les maçons, c'est un peu comme les constructeurs, c'est une profession vieillissante. Donc il va falloir qu'on construise, et plutôt en usine. Et sur le terrain, on va assembler. La valeur ajoutée, il faut qu'on la fasse en usine et on va assembler sur le terrain, ça sera beaucoup plus simple. Et là, on fait l'acquisition d'une usine dans la Nièvre, donc l'entreprise Pobi. Et là, on développe un nouveau modèle en quelque sorte. On se dit, on va industrialiser un process industriel parce que là, pour le coup, on peut valider la qualité et surtout la rendre reproductible. C'est-à-dire faire une maison qui soit toujours la même et d'aussi bonne qualité. Et les gens veulent que la maison soit toujours la même que celle de leurs voisins. Est-ce qu'il y a un marché pour une maison qui soit toujours identique? On a le sentiment au contraire que chacun veut sa maison. Toujours la même au niveau de la qualité. D'accord. Par contre, on peut personnaliser cette qualité. D'accord. Et toujours plus, je crois. Voilà. Et puis parallèlement, on développe un réseau de distribution parce qu'on se dit la marge et la valeur ajoutée, elle est plutôt chez le distributeur et rarement chez l'industriel. Les commerciaux sont chez vous. Vous êtes en vente directe? Non. Alors là, pour le coup, non. On développe c'est du commerce associé, c'est de la franchise. D'accord. Donc là, on développe un réseau de franchise, le réseau Natilia, qui aujourd'hui est présent quasiment sur toute la France. Combien de franchisés? Il y a 42 franchisés au niveau du réseau. Combien de maisons par an aujourd'hui? 1000, l'an dernier, nous avons commercialisé environ 1700 logements. Ça vous positionne parmi le top 10 assurément, même un peu plus... Numéro 3 national. Numéro 3 national aujourd'hui. Qu'est-ce qui différencie foncièrement AST Group dans son métier aujourd'hui? 20 ans, 23 ans, 24 ans plus tard? Je ne sais pas si on est différent d'il y a 20 ans. Différent des autres. Différent Qu'est-ce qui des vous autres. différencie des autres? Alors, je connais peut-être pas suffisamment les autres, mais en tout cas... Vous les observez quand même? Oui, je les observe, oui, on s'en préoccupe, mais on s'en inquiète pas. Donc nous, on a notre plan de route qui est tracé. Vous êtes national? Oui, alors aujourd'hui, avec Natilia, nous sommes effectivement présents sur le plan national, oui.
Si je reviens sur le choix que vous avez fait de la bourse, quelles questions vous êtes-vous posées? Parce qu'on va, en deuxième partie de l'émission, ça va être un peu la nouveauté de l'émission, s'intéresser au financement des entreprises et à la façon notamment dont le capital investissement les accompagne. Vous dites non, j'ai fait le choix de la bourse. Oui, pourquoi? Quelles questions vous êtes-vous posées? Et puis, quelle peur avez-vous eu éventuellement en termes de dilution? Parce qu'il y a là toujours une espèce d'angoisse existentielle de l'entrepreneur. Oui. Quelles ont été les questions et les solutions à ce moment-là? Alors, pourquoi la bourse et pas quelqu'un à haut de bilan, hein, voilà. On voulait pas de financier, encore une fois. Mais pourquoi? Parce qu'à la fin, on abandonne quand même du capital, que ce soit en bourse ou au Point Info. Oui, alors on a abandonné peu de capital quand on s'est introduit en bourse. Hein. Un certain culte de l'indépendance. Oui, c'est plus qu'un culte. Hein, voilà, c'est obsessionnel. Voilà, quand on les connaît, oui, c'est assez chevillé au corps. Voilà, c'est ça, on est un peu génétiquement programmé pour être indépendant. Ensuite, la bourse, il faut du track record. Donc on s'est dit, on va y aller un petit peu avant, de manière à démontrer ce qu'on sait faire, et on va dire ce qu'on va faire, et surtout on va faire ce qu'on a dit qu'on allait faire. On dit que c'est un énorme boulot. Bien sûr, c'est un énorme boulot, mais c'est aussi des énormes expertises qu'on acquiert, c'est aussi de la compétence, c'est aussi de la transparence, c'est aussi de la visibilité. Plusieurs, effectivement, de vos homologues qui se sont introduits en bourse ont reconnu après coup que ça les avait aidés à structurer, à devenir peut-être des managers mieux charpentés. Oui, mais les fonds, vous nous direz la même chose. Oui. Les fonds sont censés le faire le job aussi de structuration. Oui. Alors je sais pas parce que aucun fonds n'est à notre. Ils sont venus vous voir ou pas? Vous avez été sollicité? J'ai des plein d'anecdotes là-dessus. Alors allons-y. Non, je vais pas. Il y en a une. Non, on n'a pas besoin de dire du mal de gens, mais on peut raconter des anecdotes. Je dis pas de mal, mais en tout cas, voilà, la bourse, elle nous a contraints d'avoir une cadence un peu forcée. Ça c'est sûr. Voilà, il faut y aller. Et puis quand on a des actionnaires. Cadence un peu forcée, c'est-à-dire qu'il faut produire de la croissance. Ah oui, il faut produire de la croissance. Envers et contre tout. Il faut produire de la croissance. Mais enfin après, là aussi, pour le coup, on avait envie de ça. Donc sinon, on n'y va pas. Donc. Et les fonds veulent de la croissance aussi. Ça change pas, ça. Voilà, exactement. On peut pas dire, oui, la bourse, ça nous oblige à aller plus vite. Non, on a décidé d'aller plus vite et la bourse, elle nous accompagne. Elle nous permet d'aller plus vite, elle nous permet de nous structurer. Voilà. Alors, elle vous permet d'aller plus vite, mais alors, justement, dans quelle direction vos projets de croissance? Il nous reste 4 minutes. Dans quelle direction? Aujourd'hui, Cap 200, c'était un objectif pour mes collaborateurs. Aujourd'hui, je leur ai annoncé la semaine dernière, ce n'est plus qu'une étape. C'est-à-dire votre grande ambition, c'est quoi? Plus haut. Numéro 3, c'est bien un temps. Alors c'est quoi? C'est de la croissance externe? C'est de la croissance il va organique? falloir faire un peu de croissance externe. Il y en a sur votre marché? Oui, il y en a plein. Je vous le dis, la profession aujourd'hui se concentre. Elle est totalement normée. C'est un métier qui est extrêmement compliqué et sur le terrain et dans le cadre du contrat, du règlement. Hein. Donc oui, c'est un métier compliqué. C'est un métier où il faut appréhender la norme pour qu'elle devienne un allié. Donc il faut être proactif dans la démarche. Il faut surtout pas la subir. Sinon, pour le coup, là, on va pas très loin. Il y a une dimension territoriale. On l'a évoqué à plusieurs reprises. Vous avez ce bastion là, Rhône-Alpes, ce bastion historique pour vous, Rhône-Alpes et Bourgogne. Mais vous évoquiez tout à l'heure le fait que vous êtes maintenant présent nationalement. Il y a peut-être des régions sur lesquelles vous poussez davantage les feux que d'autres. Oui, alors la croissance externe, effectivement, on a deux objectifs clés, on va dire, le nord-ouest et le nord-est. Voilà, ça, ce sont nos deux cibles principales aujourd'hui. Oui, avec deux régions où il y a une forte tradition de maisons individuelles. Voilà. Une forte tradition de maisons individuelles, un marché qui est très porteur. Et puis pour le nord-ouest, aussi une forte tradition de maisons saturées. Mais là, on est très présent avec Natilia déjà sur ce secteur-là. Vous êtes très dépendant des élections à venir? Présidentielles, non. On est beaucoup plus dépendant, nous, des municipales. Les municipales, pourquoi? À cause du foncier? Oui, bien sûr. Les salariés sont excités par ce projet un peu plus ambitieux encore qu'ils ne le souhaitaient? On vient de faire notre séminaire d'entreprise. Alors racontez-nous. La semaine dernière, voilà, ils sont tous. Comment on fait briller les gens? Comment on fait briller les yeux des gens durablement? Je ne sais pas si on doit les faire briller. En tout cas, non, mais il faut faire avec eux. Ouais. Il faut faire avec eux et on peut pas faire sans eux. Donc on les fait pas briller. On leur demande de nous accompagner et il faut avoir une stratégie claire. Il faut avoir une vision de l'entreprise et il nous faut des collaborateurs qui soient motivés dans tout ça, quoi. Donc il faut les associer à et puis il faut que l'entreprise gagne des sous, parce que quand on gagne des sous, il y a de la participation et les collaborateurs sont... Vous en avez toujours gagné, vous nous avez dit. Oui, toujours. Il n'y a jamais eu du tout d'année de perte. Et vous êtes resté très propriétaire de votre capital, à part le... Aujourd'hui, la fermeture, globalement, c'est 70% du capital. C'est pas une mince performance, encore une fois, dans votre secteur d'activité. Pour revenir effectivement sur ce que c'est que d'être dirigeant d'une entreprise de croissance, je voudrais vous faire rebondir sur une phrase que nous avait sortie l'un de vos homologues et qui nous a beaucoup marqué avec Philippe. Il nous avait résumé en quelque sorte le métier de dirigeant au fait d'être un absorbeur d'angoisse et un générateur d'enthousiasme. Oui. C'est ça le résumé de votre quotidien? Oui, alors moi je dirais plutôt que quand on a des objectifs, on se donne des moyens et quand on échoue, on se donne des excuses. J'aime bien. Alors, votre rêve le plus fou avant d'arrêter de bosser?
C'est prévu Celui d'ailleurs. que j'ai pas encore fait. Ou pas Enfin, arrêtez de bosser, j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression Voilà, non ni plus. pour vous ni pour Celui que votre j'ai pas encore frère. fait, voilà. Alors si, alors c'est quoi? Dites-moi. En fait, Je sais pas, c'est celui que j'ai pas encore fait. Moi j'ai mes rêves, enfin je les rêve pas, j'essaye de les traduire. Voilà. Après un rêve, enfin ça peut être un fantasme, donc je préfère pas rêver. Moi je suis quelqu'un de réaliste. Je suis ni optimiste ni pessimiste. Je suis juste réaliste. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous vous êtes un peu fait peur dans cette aventure? Oh, souvent. Lequel, le précipice, il était où, si tant est qu'il y en a eu un? Quand vous, au mois d'avril 2008, vous avez 50% des ventes qui chutent et vous avez les autres 50% que vous avez vendus qui s'annulent parce que les banquiers financent plus. On se dit où on va. Et Ça dure combien de temps? ça dure 2 ans jusqu'à ces mesures. Puis après c'est. Et on se fait peur pendant 2 ans tous les soirs en rentrant à la on se maison? fait peur tous les soirs pendant 2 ans, mais j'ai le gros avantage qui est quand je quitte mon bureau très tard, je pense plus à mon travail jusqu'au lendemain matin. Vous Donc, arrivez je me à fais être pas peur la nuit. Je me fais pas peur la nuit. l'exportateur d'enthousiasme le soir à la maison. Exactement. Voilà, j'essaye de conserver ça au bureau. Il nous reste quelques secondes. Votre frère est associé toujours avec Bien la sûr, même énergie. Bien sûr, avec la même énergie. Il est un peu plus jeune. Il a 10 ans de moins. Il pourrait reprendre l'entreprise après vous, si tant pourrait, est que vous ayez mais- envie d'arrêter plus tôt. C'est pas une dynastie, ça porte pas clairement notre nom, c'est Alain et Sylvain Tur, mais c'est pas clairement écrit. Voilà. Des enfants qui aimeraient reprendre? Non, ma fille. Pas de dynastie non plus. Le désir, voilà. Cette dimension-là, ça veut dire que vous considérez votre garde rapprochée comme des co-entrepreneurs? Oui, bien sûr. C'est bien ça l'idée? Bien sûr, C'est comme bien ça sûr, qu'on fait bien qu'on sûr. manage une boîte? Voilà. Il y a un top management aujourd'hui qui est très largement impliqué. Merci Alain Tur. Je rappelle Merci à que vous. vous êtes Merci. le président d'ST Group et surtout vous étiez notre premier invité de cette version télévision grand honneur. et radio. Et on passe bien sûr maintenant à la niaque de la semaine, Arnaud. BFM Business, l'entreprise BFM. La niaque de la semaine.